Voici la leur. Il y a des affaires qui brisent quelque chose en nous. Pas seulement parce qu'elles sont tragiques, pas seulement parce qu'elles sont mystérieuses, mais parce qu'elles touchent à quelque chose d'absolument fondamental. L'innocence d'un enfant et la violence inexplicable qui peut s'abattre sur elle. Le hameau du Haut-Vernay, un petit bout de France perché à 1200 mètres d'altitude. Dans les Alpes de Haute-Provence, 25 habitants permanents, des maisons de pierre, des forêts de sapins, un silence de montagne que seul le vent brise parfois. Un endroit où les enfants jouent seuls dans les ruelles sans que personne ne s'en inquiète. Un endroit qui semblait préservé du monde et de ses dangers. Le 8 juillet 2023, par un après-midi d'été, un petit garçon de 2 ans et demi, vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc, s'engage seul dans la rue pentue qui longe la maison de ses grands-parents. Et disparaît. Son nom, c'est Émile Soleil. Et depuis ce jour, la France entière cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Cette affaire n'est pas terminée. L'enquête est toujours en cours au moment où vous écoutez ces mots. Les questions restent ouvertes. Les réponses, incomplètes. Mais ce que nous savons déjà est suffisamment troublant pour glacer le sang. Voici l'histoire du petit Émile. Une histoire vraie, inachevée et déchirante. Mais avant de plonger ensemble dans cette histoire, si vous aimez ce style de narration, si vous appréciez ces récits immersifs qui vous transportent au cœur des grandes affaires criminelles, prenez 5 secondes, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Enquête criminelle. C'est gratuit, ça prend 5 secondes. Et c'est la meilleure façon de m'aider à continuer à vous raconter ces histoires. Ces histoires vraies qui méritent d'être entendues. Merci. Et maintenant, plongeons ensemble dans cette montagne et dans ce mystère. Pour comprendre cette affaire dans toute sa complexité, il faut commencer par les personnes qui la peuplent, par les visages qui se trouvaient au Haut-Vernay ce 8 juillet 2023, et par le monde dans lequel il vivait. Émile Soleil naît le 24 novembre 2020, dans les Bouches-du-Rhône, fils aîné de Marie Vedovini et Colomban Soleil, domicilié à la Buyadis, une commune de 6000 habitants située à 30 km de Marseille, dans cette Provence que les cartes postales immortalisent et que les habitants ordinaires vivent au quotidien, entre la chaleur de l'été, les collines de Garrigues et le bruit sourd des cigales. Émile a 2 ans et demi au moment de sa disparition. 2 ans et demi, cet âge où l'enfant commence à courir, à explorer, à s'aventurer. Cet âge où le monde est encore un terrain de jeu sans danger, où les ruelles d'un hameau de montagne ressemblent à une invitation à l'aventure, et non à une menace. Il est décrit par ceux qui l'ont connu comme un petit garçon blond aux yeux marrons. Vif, curieux, heureux. Ses parents, Marie et Colomban, forment un couple que rien en apparence ne distingue d'une famille ordinaire, sauf peut-être leur appartenance à un univers religieux et politique particulier, que les journalistes et les enquêteurs vont explorer avec une attention croissante au fil des mois. Colomban Soleil est ingénieur, diplômé de l'École centrale de Marseille. Dans son passé, une adhésion à l'Action française et à la branche marseillaise d'un groupuscule d'extrême droite appelé Bastion Social. En 2018, il a été jugé et relaxé pour des violences sur un couple d'origine maghrébine. En 2021, il s'est inscrit sur une liste soutenant Éric Zemmour aux élections régionales. Tous deux pratiquent la messe traditionnelle en latin, fréquentent des cercles catholiques que certains qualifient d'intégristes. Ces éléments biographiques, qui dans une autre affaire ne retiendraient peut-être pas l'attention, vont alimenter pendant des mois des débats passionnés et parfois toxiques sur les réseaux sociaux, entre ceux qui y voient des indices déterminants et ceux qui y voient une persécution idéologique déguisée en enquête criminelle. Mais la figure centrale de cette affaire, au-delà des parents, c'est le grand-père maternel, Philippe Vedovini, ostéopathe à la Buyadis, père de 10 enfants avec son épouse Anne, un homme de foi, profondément ancré dans un catholicisme traditionnel, et un homme dont le passé va progressivement attirer l'attention des enquêteurs. En 2018,
Philippe Vedovini a été entendu comme témoin assisté dans une affaire de violence sur mineurs commise au sein d'une communauté religieuse du Pas-de-Calais. Une communauté dont il avait été membre dans les années 1990, où il avait prononcé des vœux monastiques temporaires. La journaliste Ixchel Delaporte, auteur d'un livre consacré à cette communauté, recueille de nombreux témoignages décrivant Philippe Vedovini comme un homme violent. Ces éléments, qui seront progressivement révélés par les médias, vont peser lourd dans la manière dont l'opinion publique et les enquêteurs vont regarder cette famille. Et puis il y a la maison du Haut-Vernay. Cette maison secondaire, acquise par les Vedovini au début des années 2000. Dans ce hameau perché à 1200 mètres d'altitude. Ce lieu de vacances d'été, qui va devenir, ce 8 juillet 2023, le centre de l'une des affaires les plus mystérieuses de la décennie française. Avant de raconter ce qui s'est passé ce 8 juillet, il faut s'arrêter sur le lieu, parce que le lieu est essentiel pour comprendre l'affaire, et parce que le Haut-Vernay est un endroit qui mérite qu'on le décrive. Imaginez un hameau, 25 habitants permanents, des maisons de pierre grise construites à flanc de montagne, des ruelles étroites et pentues qui serpentent entre les bâtiments, des jardins où poussent des légumes et des fleurs sauvages, et tout autour, la montagne, les forêts de pins et de sapins, les sentiers qui s'enfoncent dans les bois, l'école qui mène vers d'autres vallées, un silence que seul le vent, les oiseaux, et parfois le son des cloches viennent interrompre. Le Haut-Vernay se trouve dans le massif des Trois-Évêchés, dans les Alpes de Haute-Provence, à 1200 mètres d'altitude, dans ce département sauvage et peu peuplé qui s'étend entre la Provence et les Alpes. Un département de gorges et de plateaux, de lavande et de neige, où la modernité semble parfois tenir à distance. L'été, le hameau se remplit de familles qui viennent y passer des vacances. Des propriétaires de maisons secondaires, des randonneurs de passage, des campeurs. Le village prend vie, les ruelles s'animent, les enfants jouent. Et personne ne ferme à clé, parce qu'au Haut-Vernay, on se connaît, on se fait confiance. On laisse ses enfants jouer dehors, parce que c'est comme ça depuis toujours. Et que rien, jusqu'au 8 juillet 2023, ne laissait penser que les choses pourraient être autrement. Ce 8 juillet, les Vedovini sont présents en nombre dans leur maison. Philippe et Anne, 8 de leurs 10 enfants, dont plusieurs sont majeurs. Un groupe familial nombreux, actif, qui ce jour-là construit une cabane dans la partie haute du terrain, en direction du col du Labouret. C'est dans ce contexte, dans cette atmosphère de vacances et de vie familiale animée, que le petit Émile va disparaître. 8 juillet 2023, il est environ 16h30, 17h. Le soleil de l'été alpin est encore haut dans le ciel. La journée est chaude, lumineuse. Et au hameau du Haut-Vernay, la vie suit son cours ordinaire. Émile joue dans le jardin. Il attend qu'on l'emmène en promenade. Ces promenades que les enfants adorent, qui leur font voir le monde à hauteur d'enfant, les cailloux, les fleurs, les insectes. Son grand-père charge du matériel dans sa voiture. Les adultes s'affairent. Et Émile, petit garçon de 2 ans et demi plein d'énergie et de curiosité, vêtu de son t-shirt jaune et de son short blanc, s'engage seul dans la rue très pentue qui longe la maison. Ce geste, ce pas en avant dans la ruelle, ce mouvement d'enfant qui explore, va tout changer. 2 témoins l'aperçoivent. Un adolescent et un homme d'une 60aine d'années. Ils voient Émile marcher seul dans l'impasse du Haut-Vernay, vers 17h15, à environ 20 mètres de la maison de ses grands-parents. Ils ne s'en inquiètent pas, parce qu'au Haut-Vernay, les enfants jouent seuls dans les ruelles. C'est normal, c'est habituel, c'est la vie d'un hameau de montagne. Personne ne sait que c'est la dernière fois qu'Émile Soleil sera vu vivant. À 18h12, après 45 minutes de recherches infructueuses dans et autour de la maison, la grand-mère compose le numéro de la gendarmerie. Sa voix, on l'imagine, portant ce mélange d'inquiétude et d'espoir qui caractérise les premières minutes d'une disparition. Cet espoir que l'enfant soit simplement caché quelque part. Derrière un buisson, dans une cave, dans la maison d'un voisin. Cet espoir qui va s'effriter, heure après heure,
jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Les gendarmes des Alpes de Haute-Provence arrivent rapidement. Et dans les heures qui suivent, le Haut-Vernay se transforme. Ce hameau tranquille, ce petit bout de France endormi à 1200 mètres d'altitude, devient en quelques heures le théâtre de l'une des plus grandes opérations de recherche jamais organisées en France pour un enfant disparu. La nuit du 8 juillet, une centaine de volontaires ratissent 12 hectares autour du hameau. Avec des chiens, avec un hélicoptère dont les projecteurs balaient les forêts dans l'obscurité. Sans résultat. Le lendemain, 800 volontaires rejoignent les militaires et les enquêteurs. 800 personnes, des habitants du secteur, des randonneurs, des membres d'associations de secours. Des gens qui ne connaissaient pas Émile Soleil, mais qui sont venus quand même. Parce qu'un enfant avait disparu. Et que ça suffit. Des drones équipés de caméras thermiques survolent la zone. Ces appareils capables de détecter la chaleur d'un corps humain à travers le feuillage. Des équipes cynophiles spécialisées du SDIS 04 sont déployées. Notamment des chiens de Saint-Hubert. Ces animaux aux narines prodigieuses, capables de suivre une piste vieille de plusieurs heures. Et ces chiens font quelque chose d'intéressant. Ils repèrent la trace d'Émile à 2 endroits, dans un rayon de 20 mètres autour de la maison. Et puis, plus rien. La trace s'arrête. Comme si l'enfant avait cessé de marcher. Comme si quelqu'un l'avait pris. Comme si, selon les mots du général Fonbonne qui supervise les opérations, l'enfant est monté dans un véhicule à ce moment-là. Ces mots prononcés dans les premiers jours des recherches vont résonner différemment, beaucoup plus différemment, quand les expertises scientifiques rendront leurs conclusions, des mois plus tard. Les recherches se poursuivent avec une intensité remarquable. 97 hectares sont ratissés au total. La totalité des 30 bâtiments du hameau sont fouillés un par un. 12 véhicules inspectés, 25 habitants entendus. Le 12 juillet, les enquêteurs s'intéressent à un véhicule utilitaire suspect aux alentours, qui présente une trace de sang à l'avant. Le cœur s'emballe, avant que les analyses ne confirment, rapidement, qu'il s'agit de sang animal. Le procureur Rémy avons qualifié l'ensemble de l'opération de l'une des plus importantes de ratissage judiciaire jamais conduite. En vain, Émile reste introuvable. Le 18 juillet 2023, 10 jours après la disparition, face à la complexité de l'affaire, le parquet de Digne ouvre une information judiciaire, transférée au tribunal d'Aix-en-Provence, avec 2 juges d'instruction co-saisis. Le 28 juillet, un réquisitoire supplétif élargit l'enquête aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Pas parce que les enquêteurs ont des certitudes sur ce qui s'est passé, mais pour se doter des pouvoirs renforcés qui permettent de creuser plus loin, d'écouter des téléphones, de surveiller des déplacements, d'ordonner des perquisitions plus larges. Et puis, les semaines passent. L'enquête continue, mais en silence. Dans ce silence que les enquêteurs opposent aux médias, et que les médias comblent avec des rumeurs. Des drones cartographient les forêts sur un rayon de 5 km. Des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains explorent la zone en juillet. Le logiciel Anacrime, cet outil d'analyse criminelle qui permet de croiser des milliers d'informations, est utilisé pour tenter de trouver des connexions invisibles à l'œil nu. Plus de 1400 signalements sont traités. 300 scellés réalisés. Une cellule nationale de 25 enquêteurs dédiés reste active sans relâche. Les enquêteurs analysent 1600 lignes téléphoniques ayant borné dans le secteur au moment de la disparition. 16 SENS. Chaque téléphone présent dans ce hameau et ses environs ce 8 juillet 2023. Chaque signal envoyé par un appareil à une antenne relais devient un fil potentiel à tirer. En août 2023, les parents d'Émile s'expriment pour la première fois publiquement. Dans les colonnes de familles chrétiennes, ils affirment n'avoir rien à cacher et espèrent un miracle. Ces mots, prononcés par 2 parents dévastés qui vivent l'enfer de ne pas savoir, résonnent différemment selon où on les lit. Pour certains, ce sont les mots d'une famille brisée qui s'accroche à la foi. Pour d'autres,
sur les réseaux sociaux où les théories poussent comme des mauvaises herbes. Ces mots alimentent des spéculations sans fin. Car pendant ces longs mois d'incertitude, une autre enquête se déroule en parallèle. Informelle, sauvage, souvent délirante. Celle des milliers d'internautes qui se prennent pour des détectives et qui transforment la disparition d'un enfant innocent en terrain de jeu pour leurs obsessions et leurs préjugés. Il faut parler de ce phénomène, parce qu'il fait partie de l'affaire, parce qu'il a pollué l'enquête, blessé des familles, et dit quelque chose d'important sur notre époque. Dès les premières semaines après la disparition d'Émile, les réseaux sociaux s'emballent. Des groupes Facebook de plusieurs milliers de membres se constituent. Des chaînes YouTube consacrées exclusivement à l'affaire accumulent des millions de vues. TikTok, Twitter, les forums spécialisés. Partout, des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Vernet, qui n'ont jamais rencontré la famille Soleil ni la famille Vedovini, qui n'ont accès qu'aux informations filtrées et parfois déformées des médias, élaborent des théories, dressent des accusations, condamnent des innocents. On parle de trafic d'organes, de sectes sataniques, d'enlèvement par des criminels organisés, d'implication de personnalités politiques. Chaque révélation sur le passé de Colomban Soleil, sur les antécédents de Philippe Vedovini, sur la communauté religieuse de Riaumont, nourrit de nouvelles constructions narratives, certaines sophistiquées, la plupart délirantes, toutes également dénuées de bases factuelles. Les enquêteurs rejettent publiquement ces théories les unes après les autres. Mais le rejet public d'une théorie sur les réseaux sociaux ne fait souvent qu'alimenter les tenants de cette théorie, qui y voient la preuve d'une conspiration du silence. Ce phénomène, cette capacité des affaires judiciaires médiatisées à générer des narrations alternatives incontrôlables, n'est pas spécifique à l'affaire Émile. Mais il est ici particulièrement marqué, parce que la victime est un enfant, parce que la famille a un profil idéologique clivant, et parce que le mystère est total. Et dans ce bruit, dans ce chaos numérique, les vrais enquêteurs continuent leur travail, en silence, avec méthode, en attendant que les preuves parlent. 28 mars 2024. 8 mois et demi après la disparition d'Émile, le parquet d'Aix-en-Provence organise quelque chose d'inhabituel. Une mise en situation au Haut-Vernay. 17 personnes sont convoquées, des membres de la famille maternelle, des voisins, des témoins visuels, tous ceux qui étaient présents ce 8 juillet 2023 dans le hameau et ses environs, ou qui ont quelque chose à dire sur ce qu'ils ont vu ce jour-là. L'objectif est de reconstituer avec la plus grande précision possible le contexte dans lequel Émile a été aperçu pour la dernière fois, les allées et venues de chacun, les positions, les déplacements, les coïncidences. Dans un hameau de 25 habitants, dans une ruelle étroite, par un après-midi d'été. Qui était où, quand et pourquoi. Cette mise en situation est une étape cruciale. Pas seulement parce qu'elle précise la chronologie des faits, mais parce qu'elle produit des observations. Des observations que les enquêteurs vont analyser minutieusement et qui vont directement nourrir les gardes à vue qui interviendront exactement 1 an plus tard. Parmi ces observations, il y a le témoignage d'un témoin clé, un témoin qui déclare avoir vu Émile descendre seul la ruelle vers 17h15 et qui, dans un laps de temps très court, quelques minutes à peine, a vu le grand-père, un oncle et une tante descendre à leur tour la même ruelle, avant de les voir rapidement rebrousser chemin. Ces quelques minutes, cette séquence apparemment anodine dans la vie d'un hameau de montagne, vont prendre une importance considérable dans la suite de l'affaire. 3 jours seulement après la mise en situation, le samedi 30 mars 2024, une randonneuse emprunte un chemin forestier, un sentier étroit, escarpé, dans les bois qui entourent le Haut-Vernay, à environ 1,7 km à vol d'oiseau du hameau. 25 minutes de marche, et elle s'arrête. Sur le chemin, au milieu du sentier, il y a un crâne, un petit crâne. La femme s'arrête. Elle regarde, elle comprend, elle place le crâne dans un sac plastique, avec des gestes qui oscillent entre le réflexe de protection et le tremblement du choc.
et le remet aux gendarmes. Le lendemain, le procureur d'Aix-en-Provence confirme par identification génétique. Il s'agit bien des ossements d'Émile Soleil. La France apprend la nouvelle et retient son souffle. La date officielle du décès tenue sur l'acte de décès est le 28 mars 2024. Une convention judiciaire qui masque une réalité bien plus complexe. Celle d'un enfant mort depuis longtemps, dont les restes ont été conservés quelque part, avant d'être déposés sur ce sentier. Mais le 30 mars 2024, personne ne sait encore tout cela. Le 2 avril 2024, une centaine de gendarmes et d'experts scientifiques investissent la zone. Et ils trouvent, à 150 mètres en contrebas du crâne, éparpillés sur une dizaine de mètres, les vêtements d'Émile, le t-shirt jaune, les chaussures, la culotte et un petit fragment osseux. Les vêtements que sa mère lui avait mis ce matin du 8 juillet 2023, retrouvés 9 mois plus tard, dans une forêt de montagne, à 150 mètres du crâne. Cette distance, ces 150 mètres entre le crâne et les vêtements, va devenir l'un des éléments les plus importants de toute l'enquête. Parce qu'un corps qui se décompose naturellement sur place ne laisse pas ses ossements séparés de ses vêtements par 150 mètres. Les enquêteurs le savent. Et cette réalité anatomique et physique simple va commencer à dessiner les contours d'une vérité bien plus sombre. La découverte du crâne d'Émile le 30 mars 2024 soulève immédiatement une question. Une question que les enquêteurs posent, que les journalistes posent, que les familles posent, et qui reste sans réponse satisfaisante pendant des semaines. Cette zone, ce sentier forestier à 1,7 km du hameau, cette forêt escarpée et boisée, avait déjà été fouillée lors des ratissages initiaux de juillet 2023. Les équipes avaient couvert 97 hectares. Les chiens avaient parcouru la zone. Les drones avaient survolé les bois, et personne n'avait rien trouvé. Comment un crâne d'enfant, peut-il se trouver au milieu d'un sentier, dans une zone déjà fouillée, 9 mois plus tard? La réponse la plus simple, la plus rassurante, la plus acceptable, serait que le crâne était là depuis le début, caché, dissimulé, invisible aux yeux des premiers chercheurs, et qu'il a simplement été découvert par hasard par une randonneuse. Mais les enquêteurs ne trouvent pas cette réponse satisfaisante. Et les expertises qui vont suivre vont leur donner des raisons très solides de ne pas la trouver satisfaisante. Car si le corps d'Émile s'était décomposé sur place, dans cette forêt, sur ce sentier, ses vêtements se trouveraient là où son corps s'est décomposé, pas à 150 mètres de son crâne. Et si ses vêtements et ses ossements ont été trouvés dans cet état, dans cette configuration, c'est parce que quelqu'un les a apportés là, les a déposés, les a mis en scène, peu de temps avant leur découverte. Cette conclusion, qui s'impose progressivement avec la force de l'évidence scientifique, change tout. Elle signifie que le corps d'Émile a été entreposé quelque part, dans un lieu clos, pendant 9 mois, avant d'être transporté et déposé dans cette forêt. Et cela signifie qu'une personne, ou plusieurs personnes, savaient où était Émile, depuis le 8 juillet 2023. Les semaines et les mois qui suivent la découverte des ossements sont consacrés à un travail d'expertise intense et minutieux, un travail invisible pour l'opinion publique, mais déterminant pour la suite de l'enquête. Les premières analyses du crâne sont rendues au printemps 2024. Elles révèlent des fissures post-mortem, des morsures et de petites fractures probablement imputables à des animaux. Ces éléments n'excluent pas une mort violente antérieure, mais ils ne permettent pas encore de trancher. L'été 2024 passe, et à l'automne, une découverte capitale. En travaillant sur les vêtements d'Émile retrouvés en mars 2024, les chercheurs découvrent de l'ADN. De l'ADN qui n'appartient pas à la famille d'Émile. 2 traces d'ADN dégradées, extérieures aux membres de la famille, déposées sur les vêtements de l'enfant. Ce résultat, ces 2 traces d'une présence inconnue sur les vêtements d'un enfant mort, constituent un tournant majeur dans l'enquête, car elles ouvrent concrètement
scientifiquement, irréfutablement. L'hypothèse d'une présence tierce au contact des effets personnels d'Émile. Quelqu'un a touché ses vêtements. Quelqu'un dont l'ADN n'est pas celui de la famille. Quelqu'un que les enquêteurs cherchent maintenant à identifier. Et puis, au début de l'année 2025, le rapport le plus déterminant de toute l'enquête est rendu. Le rapport anthropologique sur la boîte crânienne. Ce rapport, le résultat de mois d'analyse minutieuse par des experts spécialisés, révèle une lésion. Une lésion à côté du zygomatique droit, l'os situé en haut de la pommette, sur le côté du visage d'un enfant de 2 ans et demi. Cette lésion est capitale, parce qu'elle n'est pas compatible avec un accident de voiture, ni avec l'intervention d'un animal, ni avec une chute accidentelle. L'hypothèse privilégiée par l'expert est claire. Il s'agit d'une lésion consécutive à un coup volontaire, porté, potentiellement, avec un objet. Ces mots, ces quelques mots dans un rapport d'expertise, disent quelque chose d'insupportable. Émile Soleil, 2 ans et demi, un t-shirt jaune et un short blanc, a probablement reçu un coup volontaire, porté avec un objet. Mars 2025. 2 ans sont passés depuis la disparition d'Émile. 2 ans pendant lesquels les enquêteurs ont travaillé en silence, collectant, analysant, croisant, attendant que l'ensemble des expertises dessine un tableau suffisamment cohérent pour justifier le passage à l'acte judiciaire. Le 13 mars 2025, à la suite de courriers anonymes, des gendarmes de la section de recherche de Marseille se rendent de nuit au Haut-Vernay et saisissent une jardinière à proximité de la chapelle du hameau. Une chapelle fréquentée par la famille maternelle d'Émile. Des vérifications sont également menées à l'intérieur de cette chapelle, en présence d'experts scientifiques. 2 jours plus tard, le 15 mars 2025, une nouvelle bouleversante ébranle l'affaire. Claude Gilliot, prêtre octogénaire, intime de la famille, celui qui avait baptisé Émile en 2020, se donne la mort par ingestion massive de médicaments. Selon sa sœur, à qui il aurait laissé une lettre d'adieu, le prêtre se serait vu reprocher vivement par Philippe Vedovini d'avoir parlé à un journaliste et d'avoir fourni une photographie des parents d'Émile. La confrérie des pénitents gris, dont la chapelle est fréquentée par la famille, lui avait interdit d'y officier en octobre 2023, et il en avait été, selon sa sœur, très profondément affecté. Son domicile est perquisitionné le 26 mars. Le procureur déclare le 1er avril ne faire aucun lien entre ce suicide et l'affaire Émile. Mais le choc est réel, et dans l'opinion publique, qui suit l'affaire avec une intensité croissante. Ce nouveau drame ne fait qu'alimenter les interrogations. Et puis, le 25 mars 2025, le tournant, fort des conclusions des expertises, des écoutes téléphoniques et des observations recueillies lors de la reconstitution de mars 2024. Le parquet d'Aix-en-Provence place 4 membres de la famille maternelle en garde à vue, pour homicide volontaire et recel de cadavres. Philippe Vedovini, le grand-père maternel, Anne Vedovini-Nérolier, la grand-mère maternelle, un oncle majeur d'Émile, Maximin Vedovini, 20 ans, présent au Haut-Vernay le 8 juillet 2023, et une tante majeure d'Émile. Des perquisitions simultanées sont menées à leur domicile principal de la Buyadis et à leur résidence secondaire du Haut-Vernay. Une voiture et une remorque de transport de cheval sont saisies. La France entière apprend la nouvelle et retient son souffle. Pourquoi ces 4 personnes? Pourquoi ce jour-là, 2 ans après la disparition? Pour comprendre, il faut revenir sur 2 éléments déterminants qui ont motivé directement ces gardes à vue. Le premier, c'est le témoignage d'un témoin clé, recueilli lors de la mise en situation du 28 mars 2024 et analysé minutieusement dans les mois suivants. Ce témoin déclare avoir vu Émile descendre seul la ruelle du hameau, vers 17h15 le 8 juillet 2023, et dans un laps de temps très court, quelques minutes à peine, avoir vu le grand-père, l'oncle Maximin,
et une tante descendre à leur tour la même ruelle, avant de les voir rapidement rebrousser chemin. Cette séquence, ces quelques minutes, ces allées et venues dans une ruelle de montagne, prennent dans la lumière des expertises une signification nouvelle et troublante. Le second élément, ce sont les écoutes téléphoniques, discrètement mises en place sur les lignes des Vedovini. Ces écoutes ont révélé l'existence de dissensions, de tensions, entre les parents d'Émile et ses grands-parents maternels. Des dissensions que personne n'avait évoquées publiquement, que les deux familles avaient soigneusement tues, mais qui existaient et qui ont éveillé l'attention des enquêteurs sur une potentielle implication familiale, que personne ne voulait voir. Ces deux éléments, le témoignage et les écoutes, combinés aux conclusions des expertises, ont convaincu le parquet qu'il était temps d'agir. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2025, toutes les gardes à vue sont levées. Les charges sont jugées insuffisantes pour des poursuites immédiates. Philippe Vedovini, Anne Vedovini, Maximin et la tante sortent libres, mais pas indemnes. Lors d'une conférence de presse le 27 mars, le procureur Jean-Luc Blachon s'exprime avec la précision calculée d'un magistrat qui pèse chaque mot. Cette phase de la piste familiale est terminée, sans que cela soit définitif si de nouveaux éléments d'enquête surviennent. Il confirme que l'enquête se poursuit pour homicide volontaire, sans exclure définitivement l'homicide involontaire. Ces mots, ces formulations juridiques soigneusement choisies, disent plusieurs choses en même temps. Ils disent que les gardes à vue n'ont pas abouti, que les preuves disponibles ne permettent pas de poursuivre ces 4 personnes. Mais ils ne disent pas qu'elles sont innocentes. Ils ne ferment aucune porte. Ils laissent tout ouvert. Dans cette zone de gris inconfortable où les enquêtes sans résolution définitive ont tendance à vivre. Dans les mois qui suivent, l'enquête connaît de nouveaux développements. En décembre 2025, les grands-parents, l'oncle et la tante sont auditionnés, cette fois en qualité de partie civile, et non plus de suspects. Une évolution de statut qui dit quelque chose sur la progression de l'enquête. Une nouvelle perquisition a lieu chez les grands-parents le 16 décembre. 2 vélos sont saisis, puis un 3e vélo et des objets stockés dans une cave. Des vélos qui appartiennent à Maximin, ce jeune homme de 20 ans qui était présent au Haut-Vernay le 8 juillet 2023 et qui a toujours cherché à préserver son anonymat. 26 et 27 février 2026. Le procureur annonce une initiative sans précédent dans l'affaire. Une grande campagne de prélèvement ADN. Elle vise l'ADN de plusieurs dizaines de personnes, potentiellement une centaine, présentes dans le hameau du Haut-Vernay aux alentours du 8 juillet 2023. Voisins, vacanciers, anciens habitants, toutes les personnes dont le téléphone a borné dans le secteur ce jour-là, et dont l'ADN n'a pas encore été prélevé. L'objectif est clair. Comparer ces profils génétiques aux 2 traces d'ADN dégradées, étrangères à la famille d'Émile, retrouvées sur ses vêtements en mars 2024. Si l'une de ces traces correspond à l'ADN d'une personne présente au Haut-Vernay ce 8 juillet, tout change. Cette annonce est accueillie avec des réactions contrastées. L'avocate du grand-père se déclare vraiment satisfaite, estimant qu'elle ouvre potentiellement la piste d'un tiers extérieur à la famille. Une piste que la défense n'a cessé de réclamer depuis le début. D'autres observateurs, plus prudents, soulignent que les traces ADN peuvent avoir été déposées de nombreuses façons, et qu'une correspondance positive ne sera pas nécessairement une preuve directe de culpabilité. Le 5 mars 2026, les premiers prélèvements commencent. Un ancien habitant du Haut-Vernay témoigne. Cela a pris 5 minutes. Les convocations sont adressées aux personnes recensées grâce au bornage téléphonique du 8 juillet 2023. Ces 1600 lignes téléphoniques analysées depuis le premier jour, qui deviennent maintenant la clé d'une campagne scientifique qui pourrait tout résoudre. Ou ne rien résoudre. L'enquête continue. Au moment où vous écoutez ces mots, en mars 2026, l'enquête sur la mort du petit Émile Soleil est toujours en cours. Aucune mise en examen n'a été prononcée.
Aucun suspect officiel n'a été désigné. Le mystère reste entier, ou presque. Parce que certaines choses, maintenant, sont établies. Les ossements découverts le 30 mars 2024 sont bien ceux d'Émile Soleil. Son crâne présente une lésion traumatique compatible avec un coup volontaire porté avec un objet. Une lésion qui n'est compatible ni avec un accident, ni avec l'intervention d'un animal, ni avec une chute. Ses vêtements et ses ossements ont été transportés et déposés sur le sentier forestier peu avant leur découverte. Son corps n'y a pas été décomposé sur place. 2 traces d'ADN non identifiées, étrangères à la famille, ont été trouvées sur ses vêtements. Et les chiens de recherche, dès les premiers jours, avaient déjà suggéré que l'enfant était monté dans un véhicule. Dans les minutes suivant sa disparition. Tout cela, pris ensemble, dresse un tableau dont les contours sont sombres. Un enfant mort d'un coup volontaire. Un corps entreposé pendant 9 mois dans un lieu inconnu, puis transporté et déposé dans une forêt, par quelqu'un qui connaissait les lieux, ou qui avait les moyens de les atteindre. Ce qui reste inconnu, c'est l'essentiel. Qui a fait cela? Pourquoi? Comment? Où le corps a-t-il été gardé pendant 9 mois? À qui appartiennent les 2 traces d'ADN non identifiées? Ces questions, sans réponse aujourd'hui, sont celles pour lesquelles l'enquête continue, pour lesquelles des centaines de personnes vont donner leur ADN dans les prochaines semaines, pour lesquelles 2 juges d'instruction et une cellule de 25 enquêteurs travaillent chaque jour. Il y a dans cette affaire des êtres humains réels, en chair et en os, qui vivent avec le poids de tout ça. Chaque jour, depuis le 8 juillet 2023, les parents d'Émile, Marie Vedovini et Colomban Soleil, qui ont perdu leur fils aîné, et qui vivent depuis dans cet entre-deux insupportable, sachant maintenant qu'il est mort, mais sans savoir encore comment, ni pourquoi, ni par qui. Ces parents qui se sont constitués partie civile dès août 2023, qui ont demandé aux médias de respecter leur deuil, et qui doivent en même temps subir le regard inquisiteur d'un pays entier, qui scrute leur passé, leurs convictions, leur réseau, cherchant des réponses là où il n'y en a peut-être pas. La famille Vedovini, les grands-parents, Philippe et Anne, qui ont perdu un petit-fils, qui ont été placés en garde à vue pour son meurtre, qui ont été relâchés, et qui vivent maintenant avec cette étiquette, cette zone grise où ils ne sont pas condamnés, mais pas non plus disculpés. Ces gens qui demandent des investigations complémentaires, qui réclament que d'autres pistes soient approfondies, qui plaident pour leur innocence, dans une affaire où l'opinion publique a souvent déjà rendu son verdict. Et puis, il y a le prêtre Claude Gilliot, qui a baptisé Émile, et qui s'est donné la mort en mars 2025, emportant avec lui ce qu'il savait, ou croyait savoir, ou simplement, ce qu'il ne supportait plus de porter. Toutes ces personnes, toutes ces vies fracturées, autour d'une ruelle de montagne, et d'un enfant de 2 ans et demi en t-shirt jaune. L'affaire du petit Émile Soleil parle de notre époque, d'une manière que d'autres affaires ne font pas. Elle parle de l'ère des réseaux sociaux, et de ce que nous en faisons quand une affaire captive l'opinion publique. Les théories du complot qui naissent en quelques heures. Les accusations qui se répandent comme des incendies. Les gens ordinaires transformés en suspects publics. Jugés, condamnés, lynchés numériquement, avant que la justice n'ait pu faire son travail, avant que les faits n'aient pu être établis. Elle parle aussi des limites de nos techniques de recherche. Comment une zone fouillée par des centaines de personnes, des chiens spécialisés, des drones thermiques, peut-elle ne pas révéler la présence d'un crâne, 9 mois plus tard découvert par une randonneuse? La réponse la plus probable, et la plus troublante, c'est que le crâne n'était pas là lors des premières fouilles, qu'il a été apporté ensuite. Et cette réponse, si elle est exacte, implique une préméditation, une froideur, une organisation, qui dépasse ce qu'on associe généralement à un acte commis dans un moment de panique ou de colère. Elle parle enfin de la famille, de ce que nous voulons croire sur la famille, de notre refus instinctif d'admettre que les pires choses peuvent se passer, dans les endroits qui ressemblent le plus à la sécurité et à l'amour.
Une maison de vacances en montagne. Des grands-parents, des oncles, des tantes. Une cabane en construction dans le jardin. Et un enfant qui disparaît à 20 mètres de la porte. Ces images, cette juxtaposition, est peut-être la chose la plus difficile de toute cette affaire. Plus difficile que les expertises. Plus difficile que les gardes à vue. Plus difficile que les théories des réseaux sociaux. Parce qu'elle nous force à regarder en face quelque chose que nous ne voulons pas voir. La violence peut venir de partout, même des bras les plus familiers. Émile Soleil aurait eu 5 ans en novembre 2025. 5 ans, l'âge de l'école, l'âge des premières lectures, des premiers dessins sur un cahier. L'âge où les enfants commencent à raconter des histoires, à avoir des amis, à avoir des secrets, à construire, brique par brique, la personne qu'ils vont devenir. Émile n'a pas eu 5 ans. Il a disparu à 2 ans et demi, dans une ruelle de montagne, par une belle journée d'été. Et son histoire est devenue l'une des plus douloureuses et des plus mystérieuses de la France contemporaine. Les enquêteurs continuent, les juges d'instruction continuent, les experts continuent, les prélèvements ADN continuent, dans l'espoir que la science dise ce que les témoins ne disent pas, que les molécules parlent là où les hommes se taisent. Les familles attendent, dans le silence de leurs douleurs respectives, avec chacune sa vérité, sa certitude, ou son doute. Et la France, cette France qui avait suivi avec une intensité rare les premières semaines de la disparition d'un petit garçon en t-shirt jaune, attend elle aussi. Parce que certaines histoires ne peuvent pas rester sans réponse. Parce qu'un enfant de 2 ans et demi mérite mieux que le mystère. Parce que la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse être, est ce que les morts exigent des vivants. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui a tué le petit Émile. Parce que personne ne le sait encore officiellement. Parce que l'enquête n'est pas terminée. Parce que la justice n'a pas encore parlé. Ce que je peux vous dire, c'est que les éléments établis dessinent un tableau qui exclut l'accident, qui exclut le hasard, qui exclut la disparition volontaire. Un enfant est mort, d'un coup volontaire, porté avec un objet, dans un hameau de 25 habitants, par un après-midi d'été ensoleillé, entouré de sa famille. Et quelqu'un, quelque part, sait. Quelqu'un qui a vécu avec ce secret pendant 2 ans. Qui a peut-être regardé les recherches de juillet 2023 depuis une fenêtre, qui a peut-être participé au battu, qui a peut-être serré des mains, reçu des condoléances, versé des larmes, tout en sachant, cette réalité, si elle est exacte, est peut-être la chose la plus glaçante de toute cette affaire. Pas les expertises, pas les gardes à vue, pas les théories des réseaux sociaux, mais simplement, quelqu'un qui sait. Et qui se tait. Les semaines et les mois qui viennent nous diront peut-être si les prélèvements ADN permettent d'identifier les 2 traces inconnues retrouvées sur les vêtements d'Émile. Si une nouvelle reconstitution, une nouvelle audition, un nouveau témoignage, fait basculer l'enquête vers une résolution. Nous vous en parlerons, sur cette chaîne, dès que les éléments seront établis. Parce que le petit Émile Soleil mérite que son histoire soit racontée jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la vérité soit connue, et que justice soit rendue. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la autour de vous, parce que plus cette affaire est connue, plus il y a de chances que quelqu'un quelque part se souvienne d'un détail, d'un visage, d'une voiture, d'une conversation entendue par hasard, et décide de parler. Abonnez-vous à Enquête criminelle pour ne manquer aucun épisode. Et rendez-vous très bientôt pour plonger ensemble dans une nouvelle affaire. Jusqu'alors, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.